Un navire insolite se dessine à l'horizon de l'Atlantique Sud, tandis que le cargo américain SS Stephen Hopkins avance dans la brume matinale du 27 septembre 1942. D'abord, les vigies américaines le prennent pour un marchand banal. Puis, à mesure que la silhouette se précise, quelque chose cloche. Des panneaux factices glissent, des éléments de pont se démontent, la coque elle-même semble changer de visage sous leurs yeux. Le temps d'alerter manque, des obus fracassent déjà la superstructure du Stephen Hopkins. Et, au loin, le prétendu Pacifique caboteur hisse des bouches à feu et un nouveau pavillon, avec des intentions qui ne laissent plus de doute. Le chasseur croit piéger sa proie. Il ignore encore que le bâtiment américain, lui aussi, a son atout secret et une audace déconcertante. Un choc inattendu s'amorce. À bord du Stephen Hopkins, l'ordre claque tout à gauche. Le capitaine Paul Buck fait virer serré. Le Hopkins est un Liberty Ship de la marine marchande américaine. Ses cargos standardisés, économiques, produits à la chaîne. Franklin D. Roosevelt parlait de drôle d'engin. La presse évoquait un vilain petit canard. Autant dire un navire pensé pour transporter des tonnes de fret, pas pour croiser le fer. Pourtant, l'issue du jour sera tout autre. Son armement est chiche. Un seul canon de 4 pouces à l'arrière, 2 pièces de 37 mm à l'avant et 6 mitrailleuses. La manœuvre est limpide. Présenter le plus petit angle au feu, la poupe vers l'ennemi, et dégager la seule pièce lourde. Sur la passerelle, le premier officier Richard Moczkowski se poste à vue directe pour renseigner Buck. En dessous, l'adjoint mécanicien George Cronk chausse le casque téléphonique pour relier machines et passerelles, sans imaginer encore l'ampleur du déluge qui s'abat au-dessus. L'adversaire arbore son enseigne en se rapprochant. C'est le Raider allemand Stier. Construit à l'origine en 1936 sous le nom de Cairo et réquisitionné par la Kriegsmarine, il a été converti en croiseur auxiliaire de commerce spécialisé dans l'embuscade, son artillerie dissimulée derrière des panneaux amovibles et des airs d'innocents caboteurs. Sous les ordres du frégatenkapitaine Horst Gerlach, le Stier a pour vocation de surprendre et d'écraser des marchands sans défense, et de leur couper toute chance de fuite. À bord américain, la confusion dure encore quelques instants. Les 37 mm d'étrave restent sans servant, des hommes hésitent au milieu du navire. Le troisième officier Walter Nyberg descend en hâte et ordonne la mise au combat. L'enseigne Kenneth Willett, qui commande le détachement d'artilleurs de la Navy embarquée, file vers son affût arrière. Un éclat l'atteint à l'abdomen quand un obus explose tout près. Mais l'officier, gravement touché, poursuit et rejoint son poste aux 4 pouces. Le combat s'emballe. Le maître d'hôtel, Ford Stilson, qui préparait le menu du jour, apprend que le second a été blessé. Il accourt à la passerelle avec pansement et antiseptique et trouve Moczkowski touché à la poitrine et au bras gauche. Tandis qu'il pose un garrot, le blessé, blême de douleur, insiste pour que le bâtiment conserve la poupe vers l'assaillant. Aux 37 mm d'étrave, le second officier Joseph Lehman ouvre le feu. Les coups cadencés arrosent le Stier. Bientôt, les équipes de mitrailleuses se joignent au vacarme. Les filets traçants aident des tireurs encore verts à tenir une cadence utile. À la poupe, l'enseigne Willett, le ventre bandé et le visage fermé, ressoude ses jeunes artilleurs. Les ordres sont brefs, précis. Un matelot extrait un obus du râtelier de veille, un autre donne la distance, 1000 yards, et l'affût se règle bas. Visez la ligne de flottaison du Raider, rien d'autre. Le 4 pouces tonne. Quelques secondes plus tard, l'explosion secoue le Stier. Coup au but, dès la première salve, un souffle de ferveur parcourt l'équipage. L'échange devient furieux. La riposte du Stier est écrasante, sa batterie principale saturant l'air d'acier. Dans la salle des machines du Hopkins, chaque recul du 4 pouces fait vibrer les tôles, plongeant l'endroit dans l'obscurité avant que les feux de secours ne vacillent et projettent des ombres étranges à travers la vapeur. Malgré le chaos, Cronk et son équipe des chauffeurs tiennent les pressions et gardent l'alignement. Il faut maintenir l'assiette et le cap Sternon pour que l'unique canon continue de parler. Sur le pont, un obus à haut pouvoir explosif arrache la plateforme du 37 mm avant, mettant hors de combat la plupart des servants. Un autre réduit au silence la radio. L'opérateur, qui lançait encore un SOS, ne peut plus transmettre. Les embarcations bâbord pendent, déchiquetées.
Des obus incendiaires allument des foyers un peu partout. La coque est criblée d'entames béantes. Et pourtant, Buck commande toujours un navire qui se bat. Les mitrailleurs arrosent le Styr et le Tannenfels avec une précision croissante. Dès que le Raider tente de se placer pour une bordée dévastatrice, la barre tient la poupe présentée. Profil minimal, canon maximal. L'équipe du 4 pouces abat un travail ahurissant pour des garçons si peu formés. En moins de 20 minutes, 35 coups partent, la plupart au ras de l'eau sur le flanc du Styr, sous la direction d'un Willett qui perd du sang mais ne lâche pas. À travers la fumée, l'effet cumulatif apparaît. Gîte sur bâbord, l'arrière s'enfonce, des foyers du nez à la poupe. La victoire facile espérée par Gerlach s'effiloche. Une des charges du Hopkins a neutralisé les tubes lance-torpilleurs du Raider. Un incendie menace sa soute. En bas, on patauge jusqu'à mi-cuisse pour obturer les voies d'eau. Le Styr lutte désormais pour rester à flot. Gerlach n'en rompt pas pour autant. Il ordonne de réduire au silence le 4 pouces américain, seul danger réel. Les gerbes se resserrent autour de la baignoire de tir à l'arrière du Hopkins. Un coup manque l'affût, transperce la salle des machines et le générateur tribord explose. La vapeur brûlante envahit les coursives sombres, grimpe les échelles, brûle les hommes. La chaîne propulsive est brisée. La vitesse tombe, le cargo ne file plus qu'un nœud. Buck, ignorant encore l'étendue des dégâts sous la flottaison, réclame davantage d'allure. Aucune réponse. Les mécaniciens, suffocants et brûlés, trébuchent jusqu'au pont et s'effondrent sur les tôles. Parmi eux, George Kronk, la peau rougie par l'ébouillantement, remonte dans le vacarme. Les salves allemandes continuent de pilonner un Hopkins exsangue. À la poupe, l'équipe d'artilleurs tombe l'un après l'autre. Willett finit seul à la pièce, tente de charger à nouveau quand un obus allemand fait sauter la soute sous la timbale du canon. Le capitaine allemand croit l'affût réduit au silence. Sa propre coque s'alourdit par l'arrière. Des brasiers lèchent une soute, la mer fraîchit, une pluie fine brouille la vue. Il presse ses servants, en finir avec le marchand pour sauver son propre bâtiment. À bord du Stephen Hopkins, la détonation a projeté l'enseigne Willett à travers la plateforme. Il encaisse de nouvelles blessures. Alors survient un geste sidérant. Le plus jeune de tout l'équipage, un cadet mécanicien à peine majeur, Edwin O'Hara, qui a fui l'enfer des machines, reprend le 4 pouces en main. Formé au rudiment du tir à Kings Point et aguerri par les conseils de Willett, O'Hara inspecte l'affût. Endommagé, mais en état de feu. La soute de veille contient 5 coups. Il insère, pointe, tire. Le tube bondit, un 4 pouces vient frapper le Styr. Seul, au-dessus d'une soute qui brûle, il recharge, encore et encore, 4 fois, à environ 900 yards, et place ses projectiles, touchant le Styr et même le Tannenfels en appui. Sur la passerelle, Buck embrasse d'un regard ce qui reste. Chaudière tribord éventrée, radio et mât réduit. Appareil à gouverner abîmé, membrure et superstructure déchirées. 20 minutes de combat acharné. La coque flambe, le navire s'enfonce et le 4 pouces n'a plus de munitions. Il faut alors donner l'ordre que redoute tout commandant. Abandonner. Le repli devient course contre la montre. Buck et Kronk se jettent sur les bossoirs. Une seule embarcation reste à peu près utilisable. Ils la mettent à l'eau sous un déluge d'éclats. Une explosion proche fauche 2 marins et en blesse 4. La chaloupe est percée, mal en point pour une longue route, mais c'est tout ce qui reste. Kronk saute et rejoint l'eau. Buck, fidèle à l'éthique des capitaines, demeure à bord pour aider les blessés et pousser au radeau ceux qui peuvent encore être sauvés. Tous n'y parviendront pas. O'Hara, le cadet qui a tenu seul la pièce de 4 pouces, est mortellement touché par des éclats peu après avoir quitté sa baignoire de tir. Le chief mate Moskowski, grièvement blessé vu pour la dernière fois côté tribord du pont embarcation, ne sera plus revu. L'enseigne Willett, couvert de sang, est aperçu pour la dernière fois en train de libérer des radeaux pour ses canonniers et les marins marchands, avant de disparaître dans le chaos. En face, le Styr n'est guère mieux loti. Les coups du Liberty Ship ont été décisifs. Le feu ravage la coque. Sans puissance, plus de lutte anti-incendie possible. Gerlach, dont le bâtiment terrorisait les routes alliées, prend la décision la plus amère, s'aborder. Les charges sont posées, l'équipage abandonne, transféré sur le Tannenfels. À 11h30,
le Stephen Hopkins sombre. 10 minutes plus tard, le Steer le suit au fond. Un duel qui se termine par une double perte, avec cette différence cruelle que les Allemands sont aussitôt repêchés par leurs navires auxiliaires, quand les survivants du Hopkins restent livrés à l'océan. La fuite devient l'unique option. Le capitaine Buck montre l'exemple, d'abord sur le pont, au milieu des éclats. Avec George Cronk, il inspecte les embarcations. Une seule chaloupe tient encore à peu près la mer. On la hisse à grand-peine, sous un pilonnage qui ne faiblit pas. Une gerbe explose à proximité. 2 marins y laissent la vie, 4 sont touchés. La barque est trouée, peu adaptée à une traversée longue, mais ce sera leur salut ou rien. Cronk plonge et gagne l'eau. Buck, fidèle à la tradition des vieux capitaines, demeure à bord, aide les blessés, pousse au radeau tous ceux qu'il peut sauver, retardant pour les autres son propre départ. Hélas, certains ne s'en sortiront pas. Edwin O'Hara, le cadet qui a fait tonner seul le 4 pouces, est atteint mortellement par des éclats après avoir quitté son poste. Le chef-officier Moskowski, grièvement blessé côté tribord du pont d'embarcation, ne réapparaît plus. L'enseigne Willett, maculée de sang, est vue une dernière fois en train de libérer des radeaux pour ses canonniers et les marins, puis disparaît dans le tumulte. Pendant ce temps, le Steer, ravagé par les coups reçus, est à l'agonie. Privé d'énergie, sans moyen de lutte contre l'incendie, le raider n'a plus de ressources. Gerlach ordonne le sabordage, l'équipage passe sur le Tannenfels. À 11h30, le Stephen Hopkins coule. 10 minutes après, le Steer le suit. Duel à mort, double perte et contraste cruel. Les Allemands sont récupérés, tandis que les survivants américains restent seuls, perdus dans l'Atlantique Sud. Commence alors une navigation presque impossible. Dans la chaloupe endommagée, 19 marins affrontent l'immensité. Le capitaine Paul Buck n'est pas du nombre. Après avoir rempli l'esquif, il a tenté sa chance sur un petit radeau, aperçu s'éloignant dans les lames. On ne le reverra plus. Le commandement échoua à George Cronk. Le vent forcit, la mer lève, la visibilité tombe. Pendant 2 heures, on rame parmi les débris pour chercher des vivants, les mains en feu à force de tirer sur les avirons. On repère le 3e officier Walter Nyberg, juché sur une embarcation arrachée à ses bossoirs et soutenu par un radeau Donut, mais la houle et le vent interdisant l'approche. Plus tard, un autre radeau avec plusieurs hommes dérive sans qu'on puisse l'atteindre. Le mauvais temps dicte sa loi. Cronk s'obstine pourtant à attendre. Ancre flottante à la mer, la chaloupe reste sur zone jusqu'à midi le lendemain. Rien que des épaves. Il faut se résoudre, cap au nord-ouest, hisser ce qu'on peut d'étoffe, sauver ceux qui sont là. Les jours suivants éprouvent corps et volonté. Les vivres sont maigres, comprimés de lait maltais, ration C, chocolat, 1 mois de survie tout au plus. L'eau douce totalise 24 gallons. Dès le 1er octobre, ration coupée à 6 onces par jour et par homme, un peu plus pour les blessés. On tend la toile pour capter la pluie, mais les apprêts chimiques donnent un goût infect. Les plus fragiles cèdent les premiers. Le 7 octobre, le cuisinier McDaniels meurt. On stoppe 5 minutes pour l'inhumer en mer. Le lendemain, Romero, garçon de Cambuse, s'éteint à son tour. Le canonnier Brock voit sa blessure s'infecter. Le 11, un bref espoir, une fusée verte jaillit tout près, peut-être un sous-marin ami. Cronk ordonne de tirer 2 fusées. Personne ne vient. Les pertes continuent. Georges Gelogot, chauffeur, meurt le 12, puis le soutier de Métrade, le 16. Les coups de vent reprennent. Dans la nuit du 19, on écope sans répit, trempé de pluie et d'embrun. Cronk note, presque tous ont des plaies qui ne veulent pas guérir. Le 23 octobre, après 26 jours, les rations tombent à l'os. Un soupçon de pemmican, un carré de chocolat, quelques comprimés de lait maltais, un biscuit C par jour. Et la météo se retourne. Plus de vent, chaleur poisseuse, la voile pend, la chaloupe reste clouée au milieu d'un miroir d'eau. L'Espérance s'étiole d'heure en heure. Chaleur accablante, tous très faibles, note encore Cronk. Puis survient l'infime signe qui redonne du cœur. Un papillon, puis 2 mites jaunes, frôlent l'embarcation. À pareille distance du large, ces frêles insectes annoncent une côte proche. Au coucher du soleil, une brise se lève enfin. Cronk ordonne de faire route plein ouest. Le lendemain, un autre papillon jaune confirme l'intuition. Les regards fouillent l'horizon occidental. Avant l'aube du 27 octobre,
Kronk inscrit dans son carnet « Terre en vue à 4 heures. Hurrah !» La ligne sombre du littoral brésilien se détache, promesse de salut après une odyssée de 30 jours. On se présente à la côte et l'on atterrit au village de Barro do Itabapoana. 15 hommes, décharnés, allés jusqu'au noir, barbe longue, vacillant sur le sable. Les habitants accourent, stupéfaits, pour aider ces rescapés surgis de nulle part. La nouvelle court vite. Le lieutenant Joseph Irish rejoint les naufragés depuis Vitoria. Taxi, petit Piper Cub, puis train de campagne. Il les découvre incroyablement dignes après tout ce qu'ils viennent de traverser. 4 morts durant la dérive, des corps minés par la faim et les plaies salées, mais une cohésion intacte. Tous savent que cette survie n'a tenu qu'à la solidarité et à la discipline. Kronk refuse les lauriers. Cite l'enseigne Willett et le cadet O'Hara, pour que leur nom reste lié à la résistance du Stephen Hopkins. L'épilogue se joue, loin de là, sur la côte française. Le Tannenfels, endommagé mais encore manœuvrant, atteint finalement le Verdon-sur-Mer, près de Bordeaux, avec Gerlach, ses officiers, son équipage et des prisonniers. Dans son rapport, le commandant allemand prétend avoir combattu un croiseur lourdement armé. Difficile d'admettre que son raider a été mis bas par un simple marchand doté d'un armement minimal, mais servi par des hommes résolus. Le Stephen Hopkins conserve une place à part. Unique navire marchand américain à avoir coulé un bâtiment de surface allemand pendant toute la guerre, et, plus largement, quart rarissime d'un cargo envoyant par le fond un croiseur auxiliaire. Les États-Unis rendent hommage, citation de Gallant Ship pour le navire, baptême de 2 nouveaux cargos au nom de Stephen Hopkins et Paul Buck, un destroyer d'escorte dédié à l'enseigne Willett et, à l'Académie de la Marine marchande, l'édifice O'Hara Hall. Les décorations suivent. Navy Cross à titre posthume pour Willett, médaille du service distingué de la Marine marchande pour le capitaine Buck, le cadet O'Hara, le chief mate Moskowski, le second mécanicien Kronk et d'autres. La formule officielle résume l'esprit de toute l'équipe. Héroïsme, devoir pousser au-delà de la mesure, combat maintenu jusqu'à l'extrême, navire en flammes et en perdition. L'illustration même de la tradition des marins américains. Si modestes que fussent ces Liberty Ships, pensés pour porter des cargaisons plutôt que des canons, le Stephen Hopkins a gravé une page inoubliable de l'histoire navale. Il donne un visage à ces marins du commerce, exposés à la guerre sans la reconnaissance des armes régulières, et pourtant frappés d'un taux de perte effrayant. Face à l'épreuve, des marins ordinaires ont choisi de tenir bon plutôt que de ployer. Et c'est cela, au fond, qui demeure.